to African dance. Let's go to African dance. Let's go to African dance. Let's go to African dance. I want sing. I want sing. You want dance? You want dance? I want sing. I want sing. You want dance? Okay. Sotobo, 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 sotobo. Africa, we like to dance. Hey, Africa, we like to dance. Mama, Papa, they like to dance. I think see they dance for you. Sotobo, 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 can ready dance for you. Let's go to African dance. Let's go to African dance. Everybody, come on dance. Let's go to African dance. Africa, come on dance. Let's go to African dance. Let's go to African dance. Let's go to African dance. Voilà, bienvenue sur la radio de la communauté. Moi, c'est Jean Louis. Nous sommes au journal de la communauté avec quelques amis de la rédaction qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Nous ouvrons dans quelques secondes seulement. Nous avons en direct, nous n'avons pas, nous allons essayer donc d'ouvrir cet ami, mais je vois que vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas de micro et de téléphone. Voilà, j'aurai donc sur ce plateau notre ami Bernard Pongui, j'aurai Christian Ngombe. Voilà Bernard qui est là, mais Bernard, vous n'avez pas de micro actif présentement. Essayez d'ajuster votre micro. Nous aurons également en direct de l'Afrique du Sud le docteur Dieudonné Goma, des sujets d'actualité. Nous parle de CBT, ça brûle là-bas CBT. Nous ne savons pas exactement ce qui s'y passe. Brazza News venait donc de publier des informations qui montrent qu'il y a des vagues de protestation peut-être relatives à la mesure de confinement. Nous allons essayer peut-être d'analyser ces images, de voir si on peut en savoir davantage. Alors, donc vous aurez depuis l'Afrique du Sud le docteur Dieudonné Goma, en direct du Canada Bernard Pongui, en direct de la France Christian Noah Gombe. Alors Christian, tu peux déjà te connecter puisque dans quelques 20 minutes, nous entamerons la partie relative à Jacques Joachim Yombi Opongo qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, nous ferons l'évocation du président Yombi Opongo dans ce journal. Moi, c'est Jean Lewis, 12h12 à Chicago. Nous commençons notre journal par quelques infos. Je vais regarder si ce lien, donc ces infos diffusées par notre ami Brazza News qui, pendant cette crise du corona Covid-19 est notre moyen d'information privilégié déjà. Hein? Alors, mais nous prenons tout avec beaucoup de pincettes. Alors, Bernard Pongui, est-ce qu'on peut vous écouter maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, parfaitement. Merci. Donc, bienvenue et bon retour sur la radio de la communauté Bernard Pongui, qui donc arrive à la mi-journée pour parler, faire le point de l'actualité. Vous restez donc 60 minutes avec nous, Bernard, pour faire le point de cette actualité brûlante. Nous parlerons aujourd'hui avec vous d'un débat qui a été que le docteur Dieudonné Goma a suscité hier, notamment sur la publication. On déplore la publication ou l'invention au niveau de la faculté de médecine de Brazzaville. Alors, nous allons voir si cette affirmation peut se généraliser. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à relativiser? Nous verrons comment les étudiants congolais peuvent publier des thèses. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que dans ces thèses, on peut en tirer une substance pour aider la population congolaise à évoluer? Alors, les professeurs de l'université Marine Ngouabi ne sont-ils que des plagiaires ou sont-ils plongés dans des conditions de précarité et qui ne leur permettent pas de produire comme ils devaient l'être, comme ceux de Kinshasa, par exemple, ou du Cameroun ou du Sénégal? Voilà. Bienvenue une fois de plus sur cette antenne. Cette émission est la vôtre, donc à tous ceux qui sont connectés, je vais regarder, poser des questions qui font sens et qui font avancer le débat. Je vais voir si nous avons
des amis déjà connectés. Nous sommes sur notre lien La Radio en direct, mais vous pouvez également nous suivre sur Jean Lewis, sur tout ce qui est… attendez, je vais regarder alors. La Radio en direct, est-ce que nous avons essayé de rerouter, donc de renvoyer ce lien sur les grands sites pour que vous puissiez nous suivre. Voilà. Donc, je vois que… Voilà, nous sommes donc connectés, je peux le confirmer, voilà Bernard Pongui, nous sommes sur le net déjà, et que les amis qui suivent peuvent poser des questions, suivre, faire des remarques et poser des questions responsables. Première direction, Bernard Pongui, on nous parle d'une situation presque explosive à CBT. Je ne confirme pas ces images, mais ces images viennent d'être publiées par Brazza News. Réaction Bernard Pongui, le temps que je retrouve ces images, est-ce que vous pensez que ceci, je ne vous demande pas de supputer là-dessus, mais de réagir sur l'info de King CBT. Voilà, donc, attendez un instant, voilà. 8 minutes, à l'instant, au quartier Mbota, à Bissengo, à Pointe-Noire, un militaire en tenue a tenté de racketter un commerçant ouest-africain. La population l'a tabassé avec sa tenue et il est en sang. Les jeunes ont fui avec son arme, sa grenade et autres. On craint les représailles sur les jeunes ce soir dans ce quartier. Alors, Bernard, j'ai suivi une de vos vidéos. Vous prévoyez déjà tout ceci à travers une note, une analyse du Quai d'Orsay. Tout cela n'est pas anodin, hein, Bernard. Bonjour Adi Loïs, bonjour au peuple congolais. Merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes pour pouvoir s'exprimer sur la situation du Congo-Brazzaville. Dino Loïs, comme on a l'habitude de le dire, on ne peut pas confiner un peuple sans payer les salaires. On ne peut pas confiner un peuple sans payer les pensions. On ne peut pas confiner un peuple sans payer les bourses. On ne peut pas confiner un peuple sans pourtant avoir l'électricité ni de l'eau. En vérité, on ne peut pas confiner un peuple sans pourtant avoir des mesures d'accompagnement. Mais depuis très longtemps, nous avons lancé des sonnettes d'alarme à la communauté internationale, à tout le monde, que nous allons arriver à un véritable clash. Et c'est ce que nous sommes en train de se passer. Le clash ne va pas simplement se réaliser au niveau des populations confinées, même au sein de ces forces de sécurité de la Gestapo, les forces de sécurité qui appartiennent à SASO. Parce que nous savons que ces gens-là n'ont jamais reçu l'éthique morale, ils n'ont jamais aucune éthique. Ce qui va arriver, c'est que ces mêmes forces de sécurité vont se mettre à racketter les commerçants, à piller les magasins, à faire du voyoutisme et du banditisme. Ça, c'est clair. Du côté de la population, ce qui se passe à Sibiti ou encore dans tous les quartiers, sur l'ensemble du territoire national, le peuple en a marre, dit Maurice. Nous avons lancé des sonnettes d'alarme, le peuple en a marre. Et nous pensons que nous sommes arrivés à l'explosion du bulle. Aujourd'hui, en réalité, coronavirus est en train c'est une forme de procès pour le régime Sassou. Comme vous le voyez, là, le peuple qui crie, qui chante, qui en a marre, c'est une véritable forme de procès. Déjà, vous avez vu la campagne électorale passée. Sassou est venu vous parler de quoi? Il a dit d'une manière claire qu'il a bâti 12 hôpitaux, un hôpital par département. Il est en train de construire un hôpital femmes et enfants. Il est en train de construire un hôpital militaire. Il est en train de construire un hôpital spécialisé. Donc, au total, 15 hôpitaux. Mais ça, c'est dans la tête de Sassou que ces constructions-là ont eu lieu. Et tout le peuple congolais l'a entendu. Les vidéos sont là, parlent de ça. Donc, les constructions des hôpitaux, c'est dans la tête de Sassou. Regardons maintenant le centre hospitalier universitaire, le CHU, l'unique grand hôpital que nous avons au Congo. Ils ont ramené des Canadiens, des technologues, soi-disant, des techniciens pour réhabiliter cet hôpital. À ce jour, ça fait plus de quasiment bientôt 3 ans que les Canadiens sont là. L'hôpital est toujours en état de destruction complète. Le chaos que nous avons vu avec le premier cas de coronavirus à l'hôpital au CHU, où nous avons vu M. Mvoulalea, qui est un cadre de l'administration publique, qui a été simplement abandonné sur un lit. Il est décédé là-dedans. Nous avons vu comment déjà on a manipulé son cas. Vous voyez que, dit Louis, ce que nous avons crié longtemps, qu'il y aura des épidémies, les gens autrefois nous traitaient de fous ou de menteurs, de manipulateurs, mais là nous sommes devant un fait accompli.
c'est un véritable procès pour ce régime. Et Sassou ne va pas s'en sortir. Hein. Même le Quai d'Orsay l'a dit, hein, à travers leur bureau de stratégie. Hein. Ils l'ont dit d'une manière claire que nous allons arriver avec les chutes des régimes dictatoriales. On a cité l'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique centrale. Donc, dans le cas du Congo, nous sommes face à, on peut dire, une goutte d'eau de plus qui va faire déborder le vase. Et nous allons voir voulez-vous dire, Bernard, que ça va accélérer donc le soulèvement populaire du fait même du confinement, de l'étouffement, parce qu'on a vu, par exemple, à Talangaï, par exemple, les gens sont pratiquement étouffés et qui ne sortent pas. On nous rapporte des bastonnades dans la rue et autres. Mais c'est très critique parce que le confinement se retrouve à une répression populaire. Parce que nous sommes en train de voir les forces de Sassou dans les rues en train de fouetter les jeunes, fouetter les populations qui essaient de bouger. Donc, on ne comprend pas. Est-ce que ce confinement, ça signifie simplement que les boutiques doivent être fermées, alors que Sassou dit que tout ce qui est structure de vente des aliments devait être ouvert. Donc, toutes les fois que les populations essaient de bouger pour aller s'acheter, on est en train de les fouetter. Donc, on ne comprend pas. Donc, nous sommes face à l'accélération, on peut dire à la vitesse grand V du soulèvement populaire. Mais ce que nous allons voir, c'est quoi? C'est que Sassou va toujours essayer d'intimider en sortant ses forces militaires. Mais là, vous faites face à un peuple affamé qui a été abandonné, qui a été manipulé. Il n'y a pas de choix. Hein. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Ce qui est vrai que nous verrons aujourd'hui, nous sommes en train de voir que le peuple est en train de se diviser vers ce que nous appelons l'unité nationale pour une révolution, pour un soulèvement populaire. Autrefois, le régime a manipulé. Hein. On a manipulé les gens par les ethnies, par le tribalisme, le régionalisme. Mais là, même le peuple du Nord a compris. Hein. Les quartiers nord qui représentent le fief de Sassou ont compris qu'ils ont été abandonnés, ils ont été poussés dos au mur et il est temps de mener des actions pour libérer complètement le Congo. Et encore, il y a une chose que vous devez remarquer, que même au sein de ces forces de sécurité, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui a trait à vouloir défaire Sassou, il y a une tendance qui est restée fidèle à Sassou. Mais ce qui est vrai, c'est que le peuple sera au centre et nous en sommes convaincus que même les 8% qui sont encore derrière Sassou n'auront pas de choix, c'est de se rallier au peuple congolais et de défaire ce régime dictatorial qui a eu tous les moyens nécessaires pour faire avancer le pays, mais à la place, ils ont privilégié le vol, le pillage, ils ont privilégié des égos personnels, ils n'ont pas privilégié la nation. Et là, aujourd'hui, nous sommes face à coronavirus, qui est un procès, et Sassou ne pourra jamais gagner ce procès face au peuple, aux souffrances du peuple, un peuple qui a été manipulé, un peuple qui a été abandonné. Voilà, parlons donc des bavures. Nous avons sur Brazza News Bernard Pongui, urgent à l'instant au quartier Mbota Bisengo, à Pointe-Noire, un militaire en tenue a tenté de racketter un commerçant ouest-africain. La population l'a tabassé avec sa tenue et il est en sang. Les jeunes ont fui avec son arme, sa grenade et autres. On craint des représailles sur les jeunes ce soir dans ce quartier. Voilà, donc ça continue avec Brazza News. Nous avons encore ici donc, des situations de vol. Le ballon est bien gonflé. Il n'attend qu'un pic d'épingle pour qu'il explose. Le confinement a à peine commencé. Un père de famille vient d'être attrapé en train de voler des déchets et résidus de manioc chez le voisin au quartier. Mais c'est ça, Dino, c'est ce que nous avons dit. On ne peut pas confiner un peuple affamé. Le Congolais vit du jour au jour. Hein, Dino, la vie quotidienne des Congolais, c'est du jour au jour. Quelqu'un va au marché et quelqu'un va faire ce que nous appelons des topos hein, dans notre langue quotidienne au pays. On vit du jour au jour. On vit ce que nous appelons dans notre langue des COP. Vous voyez le jeune qui n'a plus d'emploi, qui va chercher donc des petits boulots, aller soulever les sacs de ciment au port de Pointe-Noire ou les sacs de riz au port de Brazzaville. Aujourd'hui, on n'a plus les entrées d'argent. Et puis, il n'y a pas de mesures qui peuvent accompagner les mamans qui vont chercher du poisson au port de Yoro hein, pour aller revendre. Toutes ces femmes qui vendent le foufou ou les propriétaires des vulcanisations, des moulins à foufou. Tout ce monde n'a plus de ressources, Dinois. Oui, surtout qu'on n'a pas prévu des mesures d'accompagnement comme dans d'autres pays. Et juste là, est-ce que vous avez essayé de glaner quelques infos? Est-ce que le gouvernement se débrouille à trouver quelques
solution à cela? Mais oui, mais il faut déjà regarder la manière dont Sassou et son régime vont gérer cette pandémie. Mwamba Clément, le premier ministre de Sassou, est venu vous parler d'un fonds rapidement abondé d'1,5 milliard. Nous avons déjà vu comment cet argent est en train de se faire distribuer entre les écuries du régime. Donc, chaque individu est allé chercher ses financements au sein de ces régimes. Des financements pour aider les entreprises qui sont liées à ce régime. Et rien n'a été fait pour le peuple congolais. La preuve en est que tous ces Congolais qu'on a mis en quarantaine, on peut même dire quinzaine, hein, à Kintéké, ils ont été abandonnés. Hein, on a vu tous ces vidéos. Bon, Sassou est venu vous parler d'une somme de 100 milliards de francs CFA qui devait être injectée pour pouvoir désengorger cette situation. Donc, éventuellement, la priorité, c'est ici, la priorité, c'est au niveau de tout le système de santé. Or, tout le système sanitaire a été brisé par Sassou. Les 15 hôpitaux, il a construit dans sa tête. Les 100 milliards, le CHU aujourd'hui n'a rien. Regardons par exemple aujourd'hui avec les petits dons reçus par le Congo, les petits dons reçus par éventuellement, qui ont été donnés par l'homme d'affaires chinois qu'on appelle ici Jack Ma, le propriétaire d'Alibaba, Alibaba qui est comme un peu le Amazon au niveau des États-Unis. Il a donné un don de 20 000 tests de dépistage, 100 000 masques et puis 1100 équipements de protection faciale. Oui. Mais vous savez, Louis, les documents ont été reçus, tous ces dons ont été reçus à l'aéroport de Maya-Maya le 29. Nous allons aborder cet aspect dans quelques instants, le temps de saluer Gombe. Alors, salut, Christian. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Bienvenue sur la radio de la communauté. Christian, nous parlons d'abord de l'actualité du Corona, donc Covid-19. Vous avez essayé de suivre cette actualité à Brazzaville, un peu partout. Pensez-vous que le mot d'ordre du confinement est suivi par la population? Le mot d'ordre de confinement n'est pas suivi par la population parce que, comme a dit l'un de mes panélistes, que je salue très respectueusement, ventre affamé n'a pas de conseiller. Ventre affamé n'a point de conseiller. Le socialisme bantou, en tant qu'Africain, en tant que Congolais, nous vivons au jour le jour. Nous n'avons pas de grandes infrastructures. Toute l'industrie a été détruite. Les entreprises, c'est des prestations de services. Vous faites un petit boulot, on vous donne un peu d'argent. Mais comme on coupe à la racine, il y a diminution des travaux, il y a diminution de disponibilité de ces petits coups de main. Même un maraîcher a du mal à se déplacer, aller récolter ce qu'il a déjà planté, mais c'est un chaos qui se prépare déjà. Voilà. Alors, vous soutenez comme certains observateurs que cette situation risque de prendre une autre tournure et notamment se tourner contre le pouvoir lui-même? Est-ce que ça peut aller jusqu'à ce point? Jusqu'à inquiéter la stabilité même du régime? Je dirais oui. Nous voyons l'exemple de la Tunisie. La révolution tunisienne, c'était le problème d'une orange. Un jeune qui vendait ses oranges, il se fait lyncher, il se fait humilier par un policier qui jette tout son panier d'oranges, alors qu'il ne vivait que de ça. Il avait sa mère malade, il avait son petit frère à qui il payait la scolarité, etc. Il s'est immolé par le feu. On a vu au Soudan de Omar el-Béchir, en voulant modifier le prix du pain, c'est toute une révolution qui arrive. Il ne s'était pas préparé à cela. Donc, le point est clair. L'étincelle, l'événement déclencheur, ça peut être quelque chose de simple, d'assez simple. Voilà. Voilà, merci donc. Vous restez avec nous, Christian. Bernard Pongui, oui, vous abordiez déjà, vous anticipiez sur l'aspect relatif aux dons. Il y a eu un élan de solidarité de la part d'un baron chinois qui aurait envoyé des tonnes de kits de dépistage et autres, et vous rapportez dans un de vos posts que ces kits ont été détournés. D'abord, est-ce que vous confirmez cette information? L'information est partout. Le constat peut se faire remarquer. Déjà au centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, il n'y a aucun de ces équipements. Donc, ça confirme un peu une rumeur et puis une confirmation par plusieurs médias au sein de la diaspora. Même nos sources au niveau du Congo venaient de confirmer cette information. Donc, comme on le dit, les dons sont arrivés le 29 à 2 h du matin, le 29 mars 2020 à 2 h du matin, où nous avons vu Ngakoso Claude Jean, ministre de Sassou des Affaires étrangères, et puis
Mikolo Jacqueline Lydia, ministre de Sassou de la Santé et de la Femme, et puis le représentant du Programme alimentaire mondial de Parme qui était là. Bon, dans ce don de M. Jack Ma, on peut dire ici le bon samaritain, il y avait 20 000 tests de dépistage, ce qui n'est pas beaucoup, mais il faut encourager l'action. Et puis éventuellement 100 000 masques de protection, et puis 100 000 protections visières, on peut dire ici. Plutôt 1100 protections visières. Donc, sur les 20 000 tests de dépistage, les sources nous disent, Sassou lui-même, il a récupéré 5 000 pour lui. Et puis, sur les 100 000 masques, il a récupéré 10 000. Et les autres masques, éventuellement, comme nous avons l'habitude de dire, au Congo, le chef mafieux qui est au sommet de la pyramide, c'est Sassou. Le voleur numéro 1, c'est Sassou, c'est reconnu. Quand la tête de la pyramide vole, les colonnes qui soutiennent cette pyramide n'ont plus de choix. Eux aussi vont s'en servir, ils vont donc se servir. Et tout un chacun de ce système est allé se servir. Puisque nous savons que la gestion des cliniques privées, tout ça, ça appartient aux Nguesso, ça appartient aux gens dans ce régime. Donc, tout un chacun est parti avec son petit paquet dans sa clinique privée ou pour sa famille. Et le centre hospitalier universitaire de Brazzaville se retrouve avec zéro. Tous les dispensaires qui existent au niveau des grandes villes n'ont rien. Vous voyez, donc, ça montre encore déjà la gestion, le début de la gestion de la crise, des dons médicaux qui ont été donnés pour protéger les personnes médicalisées. On peut dire les quelques personnels médicalisés qui nous restent. Parce que si ces gens-là sont exposés, comme vous voyez, ils vont être contaminés. Donc, oui. Les infirmiers, les quelques médecins qui nous restent, les quelques assistants infirmières vont se faire exposer au Covid-19, potentiellement mourir. Et donc, le Congo va encore se fracasser de plus en plus. Oui, Ngombe, on apprend que le CHU est en train de se vider, que les médecins ont fui, auraient fui, que les infirmiers également. Est-ce que vous avez pu avoir cette info? Vous le confirmez également? Bon, j'ai reçu des messages par texte privé où on nous rapporte qu'effectivement, vous avez des salles désertes, les malades ont quitté ces salles, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus rien. C'est le chaos total, le CHU. Nous n'avons pas, nous ne confirmons pas ces informations, mais apparemment, la situation n'est pas du tout maîtrisée là-bas. Moi non plus, je ne confirme pas. Ces informations ont été rapportées. Il y a des éléments vidéo qui existent, mais il faudrait comprendre l'aspect technique. L'incinérateur pyro, qui permet de brûler les vêtements des malades, les compresses, le matériel d'appoint qu'on utilise pour nettoyer, pour soigner, pour stériliser. L'incinérateur se met à l'arrêt, la contamination est multipliée par 10 en une seule heure. En 24 heures de non-stérilisation, en 24 heures que nous ne brûlons pas ces objets-là, je n'appellerai pas ordures, j'appellerai objets. En 24 heures déjà que nous ne brûlons pas ces objets qui ont servi d'appoint, c'est une contamination et une recontamination. Vaut mieux aller mourir à la maison. Voilà, nous attendons l'arrivée de Serge Flavier qui a des problèmes de connexion. Je vais tenter de l'ouvrir encore. Serge Flavier qui vient de perdre son micro. Serge, vous aviez déjà votre micro en route, mais je vois que vous l'avez perdu. Nous allons donc continuer. Je vais regarder si... aujourd'hui, vous n'aurez pas notre ami Daniel Mabonza pour des raisons de famille. Vous savez, Daniel a perdu son frère aîné et toutes nos condoléances à notre ami Daniel Mabonza, qui est ami de la rédaction. Nous avons sur le plateau Bernard Pongui et Christian Nwangombe, tous les deux également amis de cette rédaction. Nous attendons dans quelques instants le docteur Dieudonné Goma qui devrait intervenir sur une question importante qu'il a soulevée hier. Alors, jusqu'ici, vous n'avez pas de micro, cher ami Serge Flavier. Alors, Bernard, nous allons donc ouvrir un autre chapitre, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter relativement à la situation de cette gestion ou de ce détournement de dons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, c'est une culture au sein de ce régime. Là, c'est des dons médicalisés, mais il y a eu aussi des dons alimentaires que le Congo a reçus. Ce que nous appelons ici l'aide européenne sur les produits de publicité. Et aussi, il faut ajouter le USAID, donc l'aide américaine pour des pays en voie de développement. Voilà, c'est bien, ça va maintenant. Oui, et toutes ces aides-là, quand ça arrive au Congo, ça disparaît. Éventuellement,
par le biais de la Fondation Congo Assistance de la femme de Sassou. C'est des tonnes et des tonnes de produits de première nécessité. On peut parler ici de l'huile, des savons, des garnitures pour les femmes, c'est du riz, ainsi de suite. Tous ces produits-là, quand ça arrive, ben, Sassou récupère. Hein, il a des commerçants ouest-africains qui sont les blanchisseurs des fonds des Nguesso, qui récupèrent le matériel qu'ils vendent et donc qui déversent des pourcentages en Nguesso. Donc, c'est une culture, hein, le vol des dents, quand ça arrive au Congo. Mais là encore, même pendant la période pandémique, le régime continue avec les manœuvres. Donc, vous voyez que le peuple congolais ne peut pas compter sur ça. Alors, Serge Flavier, donc, vient de... Alors, Serge, est-ce que vous nous entendez? Allô? Alors, apparemment, je sens qu'il a... Allô, Serge? Est-ce que vous devez avoir votre micro occupé à faire autre chose? Est-ce que vous pouvez sortir de... Allô, Serge? Alors, on ne l'entend pas. Nous allons donc... Serge, on ne vous entend pas. Je crois que vous nous entendez, mais vous parlez, mais votre voix ne sort pas. Est-ce que vous avez votre Facebook ouvert et votre micro occupé à faire autre chose? Essayez de regarder cela. Nous allons donc poursuivre ce journal de la communauté. Voilà, il est parti, donc il n'a pas pu se connecter sur ce lien. Alors, nous allons donc poursuivre ce journal de la communauté. Merci. Je veux voir si nous avons des amis déjà connectés. Toutes mes excuses. Attendez, je vais regarder si... bon, je crois que les amis qui suivent devraient déjà intervenir. Cette émission est la vôtre, poser des questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas apparemment de questions. Bon, le Serge a des problèmes de connexion, voilà, me dit-il. Essayez donc, tentez donc de vous connecter. Bon, vous avez, je rappelle donc à tous ceux qui viennent de connecter qu'il y a une situation presque explosive là-bas à Sibiti où la population certainement est en train de protester. Mais vous voyez que Bernard Pongui protestait contre ces mesures. Oui, tu peux venir sans vidéo, il n'y a pas de problème. Alors, Bernard Pongui, la population proteste, mais quand même, il faut reconnaître que les mesures du gouvernement sont des mesures salutaires, non? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de reconnaître cela? Non, on ne peut pas dire que ce sont des mesures salutaires. Les mesures sont salutaires quand toutes les conditions qui... mais on a vu qu'ailleurs, il y a eu des arrestations. Pourquoi vous croyez qu'au Congo, on ne peut pas faire ça? Bon, ne comparez pas ailleurs. Quand on parle d'ailleurs, ici, on parle de quoi? De l'Occident. Les conditions occidentales ne sont pas les mêmes conditions que nous avions en Afrique. Il faut le dire que dans des contextes pareils, on ne peut pas parler d'une répression, d'une dictature. Il faut plutôt essayer d'être en communication avec les populations, convaincre les populations. Pour convaincre les populations, il s'agit ici de mettre des conditions d'accompagnement. Hein, c'est cela. Le Sénégal l'a fait. Le Sénégal a injecté près de 100 et quelques mille francs CFA dans les familles, une façon de permettre à ces familles-là de se préparer et éventuellement de rentrer en confinement avec toute quiétude. Bon, le Congo-Brazzaville, on a sorti 100 milliards de francs CFA. C'est quoi le rôle de ces 100 milliards-là? On n'a jamais dit comment les 100 milliards devaient être repartis. Est-ce que les populations auront leur compte? C'est là la question que tout le monde est en train de se poser. Nous avons pensé que dans les 100 milliards qu'on avait sortis, nous sommes combien? 4 millions. Si on peut diviser les 100 milliards par les 4 millions de Congolais, ça c'est... enfin, on considère que nous sommes encore 4 millions au Congo. Nous pouvons penser que chaque Congolais pouvait au moins avoir quelques moyens pour pouvoir bien se préparer à ce confinement. Mais d'une oui, il n'y a pas eu ces mesures d'accompagnement. Ça dit que le peuple a été abandonné et on veut vouloir imposer une répression. Ça dit que la chicotte, les armes, et ainsi de suite. Non, mais déjà, comme l'a dit, la correspondance du Centre d'analyse et de prévention et de la stratégie du Quai d'Orsay, dans la correspondance qu'ils ont envoyée au président Macron au 24 mars, coronavirus, Covid-19 sera un véritable test pour les dictatures qui ont affamé le peuple, qui ont menti le peuple, qui ont manipulé le peuple, qui ont volé les fonds du peuple et qui ont promis les 15 hôpitaux. Hein, la vidéo est là, hein, oui. Je crois que vous connaissez cette vidéo, ça se le dit d'une manière claire, ça n'a jamais été construit. Donc, dans le contexte pareil, n'accusez pas les populations. Moi, je ne pourrais jamais accuser le peuple congolais dans des conditions pareilles. C'est plutôt, nous faisons face aux gens incompétents, irresponsables, qui ont pris des mesures, mais qui n'ont pas pu
accompagner ces mesures et donc ils vont se retrouver face à l'explosion populaire. Et c'est ça déjà que nous sommes en train de voir ici. Alors, il faut encore signaler ici, oui. Sibiti a été toujours une ville là, où les gens sont très polis, parce que moi-même j'ai vécu à Sibiti, mon père y a travaillé, les gens sont très polis, mais les gens aussi connaissent leurs droits et leurs devoirs. Donc, Sibiti a été toujours l'une des villes au Congo qui donne toujours le temps quand il s'agit de revendiquer les droits ou les devoirs citoyens. Alors, Christian, est-ce que tu peux réagir sur la question? Oui, je réagis en ces termes. Nous avons des plaies à penser, c'est-à-dire qu'une réconciliation nationale ou bien ce mouvement de cette crise du Covid-19 permet aux citoyens de revoir leur fort intérieur à ce qu'on appelle comme une union nationale. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La ville de Sibiti, comme toute autre ville, c'est une ville qui connaît ses droits et devoirs, mais c'est la ville qui sait manifester. C'est la ville qui sait, lorsqu'il y a le trop-plein, ils savent comment s'exprimer. D'autres villes peut-être sont encore assez timides. D'autres villes peut-être comme Pointe-Noire, qui est qualifiée de ville stratégique parce qu'il y a du pétrole, il y a des investissements étrangers qui sont présents. Oui. Mais que faire face à la situation actuelle? Si Brazzaville, c'est trop sensible parce que c'est le siège des institutions du pouvoir, si Pointe-Noire est sensible à cause des installations pétrolières, gazières et des investissements directs étrangers, voici Sibiti, qui n'est pas le dernier de la classe, qui se lève en son nom propre, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir revendiquer lorsqu'il le faut. Ce n'est pas n'importe comment. Hein, c'est des gens assez polis, assez disciplinés. C'est une culture vraiment intérieure de respect profond. Mais lorsque ça ne tient pas, il faut dire que ça ne tient pas. Voilà, nous allons… Louis, j'aimerais rapidement compléter sur les réactions des populations de Sibiti. Il faut voir, Louis, le département de l'Alokumu d'une manière générale, on peut dire à 4 grands districts. Vous avez Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama. Mais c'est un département qui est très riche parce que c'est un département qui produit le bois congolais. Ils ont même le fer que le régime de Sassou a commencé à exploiter à Zanaga, qui est en cours d'exploitation. Et le fer de Zanaga, c'est un fer de haute qualité, c'est-à-dire que la concentration en produit de fer est très élevée. Donc, c'est un fer qui va se vendre très cher sur le marché. Il y a des Britanniques, beaucoup des investissements qui sont à l'intérieur. Mais le département de l'Alokumu, d'une manière générale, l'hôpital, quand on nous parle de l'hôpital de base de Sibiti, l'hôpital est à plat. C'est un dispensaire qui est à plat. Sibiti n'a même pas de morgue, ils n'ont même pas d'électricité. Nous avons vu l'une des vidéos où je crois que le responsable de cet hôpital est en train d'appeler aux dons, demander aux Congolais et à la communauté internationale de pouvoir aider. Donc, vous voyez que Sibiti, voyons déjà la pandémie qui arrive, et ils n'ont pas d'hôpital, ils n'ont même pas de morgue à Sibiti. Ils ont déjà vu qu'ils sont au mur, donc on les a poussés au mur et en train de les noyer au coin de mur. La seule force qui leur reste, c'est de réagir et de chercher par des voies et moyens à s'en sortir. Donc, ça sera la situation générale dans tout l'ensemble du pays. Le pays a été mis en étau, on a poussé les populations au coin de mur, on les a asphyxiés, on les a étouffés, et ce qui revient, l'instinct qui vient en ce moment-là, ça serait le survival, comme on dit. Donc, il faut chercher à survivre, donc il faut réagir, et nous allons nous retrouver avec l'explosion, donc à la suite du régime Sassou dans les jours qui vont venir. Voilà, merci Bernard Pongui. Je rappelle qu'il est à tout ce que nous sommes au joint de la communauté avec notre ami Christian Noah Gombe et Bernard Pongui. Moi, c'est Jean Lewis. Nous avons quelques difficultés avec notre ami Serge Flavier. Nous n'arrivons pas à joindre Serge Flavier directement sur Messenger. Nous tentons donc de le joindre parce qu'il était prévu sur ce direct. Voilà, nous allons tenter d'appeler Serge Flavier encore. Et alors, nous allons, dans l'intervalle, nous continuons donc ce journal de la communauté Bernard Pongui. À la fin de ce journal, nous aborderons le problème de l'évocation, donc l'évocation de Jacques Joachim Yombi Opango qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors Serge? Allô? Alors, on ne l'entend pas. Je sais qu'il a de sérieux problèmes de… Allô? Voilà, nous ne l'aurons donc peut-être pas aujourd'hui. Alors donc, nous abordons une autre question qu'on a évoquée hier. Nous attendions le docteur Dieudonné Goma sur
cette antenne, c'est la question de l'université Marien Ngouabi, notamment de la production des œuvres devant aider la population, donc faire avancer le domaine scientifique dans cette université. Mais cette question ne peut pas, nous pensions, se limiter à la faculté de médecine. On peut également l'étendre dans les autres départements. Pourquoi la question était posée? J'ai sur mon mur, j'ai dû afficher quelque chose que je vais essayer de lire, une question que j'ai posée aux auditeurs. Voilà, les professeurs congolais ne sont-ils que des plagiaires? Pourquoi ne produisent-ils pas comme les autres? Bon, nous parlons dans le cadre de ce journal de tous les profs maintenant. Mais le constat fait par Dieudonné Goma, c'est d'avoir montré qu'effectivement, placés dans ces conditions, c'est toujours difficile, qu'ils ne produisent pas. Mais est-ce que ces gens n'ont pas une certaine marge de manœuvre qui leur permettent, par exemple, de faire leurs travaux à l'étranger? Bernard Pongui et Chris Gombe, Christian sur ce plateau, nous allons essayer de voir quelles sont les limites et les avantages qui permettent à ces profs de produire. Je vous signale que j'ai été au département de philosophie de l'université Marien Ngouabi, courant années 80, mais à l'époque, nous avions déjà le chef de département lui-même, M. Abel Kouvoama, qui était titulaire de 2 thèses, donc une thèse de doctorat, une autre en anthropologie. Il produisait déjà à l'époque, il publiait des livres. Vous pouvez aller sur Google, taper Abel Kouvoama, vous verrez qu'il est rompu avec à sa clé plusieurs ouvrages pendant qu'il était sur place même à Marien Ngouabi. Vous avez le professeur Obenga, vous avez les Ndinga, qui était le doyen de la faculté, Ndinga, j'ai oublié, Oban Ndinga, je crois, donc, qui ont publié des ouvrages pendant que nous y étions. On a comme l'impression qu'ici, les gens peuvent le faire, mais là, il y a des difficultés. Comment appréciez-vous ces docteurs de l'université Marien Ngouabi? Est-ce que ce sont les conditions matérielles, comme on le dit, d'existence qui ne les amènent pas à réfléchir, ou encore qu'il y a à leur niveau une certaine paresse? Je commence par toi, Christian. Oui, merci de m'accorder la parole. Je suis moi-même l'élève de Auguste Nsonitsa, docteur en philosophie. Voilà, doctorant en philosophie. En fait, le problème, c'est la propriété intellectuelle. Comme il y a l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, il fallait aussi l'OCPI, une organisation congolaise de la propriété intellectuelle. Lors de déposer un brevet, de déposer un essai qui sera sanctionné par les doyens, de voir la probité, de voir le contenu, le fondé, et ces doyens peuvent faire monter plus haut à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, soit de faire un groupage. Vous avez des différentes œuvres, il y a par exemple 5 personnes, et dans un seul ouvrage, c'est les 5 personnes qui soumettent leurs travaux en un seul, et une fois que les travaux sont sanctionnés, vous avez un brevet, soit comme on fait en Occident. C'est vrai qu'on n'a pas un Internet développé au Congo, mais le registre, vous enregistrez votre essai et on met un numéro, comme ça une autre personne ne puisse pas prendre ce numéro-là qui correspond à ce contenu-là pour commencer. Ainsi, ça va ouvrir les voies, ça ouvre les esprits, ça ouvre les portes. Voilà. Voilà, Bernard Pongui, réaction sur la question. Bon, Dinovis, moi je regarderai dans 2 volets. Je regarderai le volet universitaire, c'est-à-dire qu'une institution qui est sous la gouverne de l'État, et puis je regarderai le volet personnel donc, des enseignants de l'université Marien Ngouabi. Il faut déjà voir que les conditions dans lesquelles la forme actuelle de l'université Marien Ngouabi, il est assez difficile pour les enseignants de pouvoir évoluer. Il leur manque quasiment tout. Les laboratoires manquent de tout. Ils n'ont pas des équipements nécessaires pour ceux qui sont dans les sciences ou dans la médecine. Pour ceux qui sont dans la littérature, il leur manque des grands centres de recherche pour pouvoir pousser plus haut et amener haut leur niveau. Donc, en ce qui se concerne les sciences, il faut éventuellement faire de la recherche et amener ces résultats, travailler dans les laboratoires et sortir avec beaucoup plus
de l'optimisation de leurs résultats et donc faire des publications. Et puis faire valider les publications au niveau de ce que nous appelons des institutions internationales. Mais le cas de l'université Marien Ngouabi, comme nous le voyons, ça fonctionne sur une vieille matrice donc, de la colonisation. Les universités ne fonctionnent pas, l'État n'injecte pas assez de financements pour faire la promotion de notre université, c'est-à-dire que l'université soit connue du point de vue international. La promotion signifie vous développez l'université, vous dotez l'université des équipements nécessaires et vous faites une collaboration, d'échange entre des enseignants de l'université avec les enseignants des grandes autres universités à travers le monde entier. C'est comme ça qu'on crée des relations. Et en ce moment-là, les enseignants peuvent se mettre à beaucoup travailler, à faire leurs travaux de recherche en collaboration avec des grandes universités et procéder à des publications. Mais l'État n'a pas prévu ces moyens-là. Donc, on peut dire que les enseignants sont un peu abandonnés dans ce contexte. Mais non, maintenant, le deuxième volet, on essaie de remarquer, il y a aussi la paresse au niveau des enseignants de l'université Marien Ngouabi, qui sont restés sur les vieilles bases, les vieux livres. Ce qui compte, c'est recevoir son salaire. Ces mêmes enseignants ont même apporté même le culture même de vendre même les notes, vous voyez, ou même pour les femmes, il faut en ce moment des faveurs sexuelles pour passer en classe supérieure. Donc, on peut dire que les enseignants qui ont perdu un peu l'éthique, la motivation d'étudier, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça doit être redressé par ce que nous appelons les réformes au sein de l'université. Le modèle CAMES, oui, qui est gouverné par CAMES, c'est un modèle que moi je n'aime pas trop parce que c'est un modèle qui se limite quasiment au niveau simplement de l'Afrique. Et puis ce modèle au niveau de CAMES n'encourage pas même les États de pouvoir doter leurs universités des véritables infrastructures. Donc on parle aussi des laboratoires, des centres de recherche, ainsi de suite, il n'y en a pas. On ne voit pas ça. Donc vous voyez que la responsabilité elle est partagée. Mais il y a quand même des enseignants qui arrivent à s'en sortir. À l'université Marien Ngouabi, il y a eu des enseignants comme le docteur Dongala, qui aujourd'hui aux États-Unis. Ce sont des gens qui ont fait des publications étant enseignants à les mêmes conditions, justement, oui. Oui, dans ces conditions. Donc, on peut dire qu'il y a eu des enseignants qui se sont dit qu'ils doivent continuer à pousser au haut, d'abord leur réputation, et puis conserver leur titre de docteur ou de professeur, et puis essayer de contribuer leur connaissance dans l'humanité. Et donc, des professeurs comme le professeur Dongala ont fait ce travail-là. Aujourd'hui, le professeur Dongala étudie aux États-Unis. Pourquoi il enseigne aux États-Unis? Pourquoi il a été choisi? C'est parce qu'il a fait des publications, il s'est donné le maximum, il a beaucoup travaillé. Donc, mais l'État doit revenir. Voilà pourquoi nous parlons de réforme. Parce que l'État doit mettre en place des structures pour motiver les enseignants et puis même mettre des verrous dans le contexte où l'enseignant... Je crois qu'il y a même, dans le cadre de l'avancement là-bas à l'université, des clauses de ce genre où l'avancement est lié justement à la publication d'un certain nombre de documents ou de livres, je ne sais pas exactement, mais c'est sur cette base-là qu'ils sont avancés. Bon, je vais essayer... Non, mais Lewis, comme vous le dites, nous sommes dans un pays dictatorial où vous avez des ethnies qui pilotent ce pays, et nous doutions fort que on peut dire de ces préalables ou ces conditions que l'université a mises en place pour pouvoir attribuer les avancements sont respectés. Nous savons comment ça se passe au Congo. Oui. Donc, ce que nous appelons ici, quand il y aura le changement de régime, il y aura des états généraux au niveau de l'université Marien Ngouabi. Il faut changer le modèle francophone. Enfin, les francophones vont m'excuser. Moi, je pense que c'est un modèle qui ne fonctionne pas trop, surtout que nous continuons à fonctionner sur des vieilles matrices. Il faut plutôt essayer de mixer le modèle francophone, le modèle anglophone, pour faire avancer l'université Marien Ngouabi. Et puis créer des grandes relations avec des grandes universités à travers le monde et doter nos universités des véritables équipements, des véritables conditions. Et c'est ça qui ferait que les professeurs n'auront pas le choix, parce qu'en ce moment-là, vous serez parmi les élites. Pour se faire identifier dans les grandes universités, il faut faire des publications. Donc, il faut peut-être accompagner ces enseignants, changer le modèle, parce que le modèle qui sont aujourd'hui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et puis, on peut peut-être arriver à améliorer les conditions des enseignants et avoir beaucoup plus de publications, comme déjà nous faisons ici. Voilà, je vais, avant donc de conclure sur cet aspect,
j'ai posé la question hier et nous avons eu quelques réactions sur le net. Vous allez entendre, ça se recoupe. Hein, vous avez, par exemple, Abel Placide. On produit avec sa tête avant toute chose. Armand Manziono, est-ce que celui qui a posé cette question a tort de l'avoir posée pour que les uns commencent à se justifier comme des éminents membres du PCT ou des ministres d'un gouvernement qui n'arrivent pas à communiquer convenablement sur le Covid-19? Bruno Wambi, ils sont nombreux qui fonctionnent hors du Congo et qui publient. Alors faites attention à ce que vous écrivez. Vous avez Lionel Samba, tout simplement. Je vais répondre à celui-là qui dit. Bruno Wambi. Ben voilà, donc j'aimerais le répondre là. Où sont ces publications-là? Il faut qu'on dise là. Et, bon, ici, je crois que le docteur Dieudonné Goma a élevé une problématique au niveau du Congo, des enseignants de l'université Maringouabi. Il est précis, les enseignants de l'université Maringouabi, les docteurs au niveau au Congo. Hein, ce qu'il dit, hein, il ne parle pas des enseignants qui évoluent à l'étranger ou des intellectuels congolais qui évoluent dans des pays industrialisés. Donc, je crois que le monsieur qui a parlé de ça n'a pas vraiment tenu en compte le contexte de la problématique mise en place par le docteur Dieudonné Goma. Voilà, ça continue là, ça continue. Dieudonné Goma s'adresse donc à Bruno Wambi. Nous parlons de ceux qui le deviennent à Brazzaville dans les conditions qui sont, excusez-moi. Voilà, il est très clair. Voilà, qui sont les leurs, sans laboratoire, sans budget, sans publication. Bruno Wambi qui répond, Dieudonné Goma, si le sujet vous intéresse, faites des enquêtes. Je ne voudrais pas faire l'avocat du diable. Enseigner au primaire, au secondaire, au supérieur requiert des démarches différentes. J'ai lu quelques travaux, mais lesquels? Des étudiants de maîtrise. Il y a de la recherche. Je ne peux pas comprendre que ces étudiants produisent des travaux dignes d'intérêt et que ceux qui les dirigent ou contribuent, voilà son argument, à leur création ne soient pas valables. Une question. Quand avez-vous été au Congo pour la dernière fois? Bon, mais si ce document-là existe, je vais être sur le net. Réaction, Christian Gombe, vous n'avez pas encore réagi là-dessus? Oui, je pense que la plupart des questions, ou bien dans votre lecture, il y a certaines personnes qui sont hors sujet. Ça frise même la haine, ça frise même presque la bêtise. Quand avez-vous été au Congo pour la dernière fois? C'est de ramener les gens dans le passé. Le problème n'est pas d'être présent physiquement au Congo. On est présent en esprit, on est présent par la pensée, on est présent par le nombril. La plupart de nous, c'est notre pays de naissance, c'est notre pays d'origine. Hein? Je prends l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, dans sa diaspora, a voulu aider ceux qui sont restés au Nigeria. Ils ont pris le 4e pouvoir. Donc, les médias, la communication, Nollywood, ce qu'on appelle vulgairement Karashika. Ce sont des jeunes de tout âge, de toute culture nigériane, de tout niveau scolaire, voire universitaire, qui sont dans le rôle des acteurs de cinématographie. En jouant leur rôle, ils ont l'équivalent d'un disque de platine, d'un disque de diamant. C'est 100 millions de CD, DVD vendus dans le monde entier. Vous êtes en Chine, vous suivez un bouquet nigérian. Les bouquets nigérians sont présents dans les chaînes télé, même dans l'avion Ethiopian Airlines. Vous avez droit à suivre un bouquet télévision nigérian. Ils ont fait comment? Ils ont protégé les droits d'auteur de ceux qui pouvaient s'exprimer, faire des travaux. Ces travaux sont protégés par la propriété intellectuelle et chaque matricule est protégée en 8 ans. La cinématographie, je mettrai en parallèle, si c'était des travaux universitaires, ce serait la même chose, de protéger la propriété intellectuelle et de laisser aller, de voir où est-ce que ça peut aller au maximum. Les Nigérians sont aujourd'hui aux États-Unis, dans les pays les plus développés. Ils ont même des droits. Il y a 2 Nigérians champions du monde des arts martiaux mixtes. Je ne citerai pas leur nom aujourd'hui. Voilà, Bernard, rapidement, et puis on va terminer. Si vous me permettez, je vais simplement faire une petite démonstration. Quand on parle de la publication on le fait. Ça ne va pas se limiter simplement à l'université Maringouabi. Ça doit se limiter dans le monde scientifique. Absolument, oui. Capable de le lire partout à travers le monde entier.
Est-ce que vous me permettez, je vais faire Il faut publier dans des journaux de notoriété internationale pour être connu. Exactement. Donc, je vais, par exemple, donnez-moi juste un instant, je vais faire une petite démonstration rapide. Juste un instant. Ça, c'est une publication. Par exemple, je vais simplement essayer de tourner l'écran, si vous me permettez. Bon, ici, vous le voyez, ça, c'est par exemple... là, vous êtes sur le site. Je ne sais pas si vous êtes à mesure de bien le regarder. Oui, Ontario Tech University, voilà. Voilà, donc je vais simplement essayer de regarder l'une des publications que j'avais eu à faire à mon master's. Vous le voyez, les noms de tous ceux qui publient sont là. Je vais simplement essayer de montrer les statistiques pour faire comprendre à ceux qui ont intervenu tout à l'heure c'est quoi la publication, qu'est-ce que ça signifie quand vous publiez. Vous le voyez, par exemple, le document de ma thèse que j'avais publié en master's, c'est sur les échanges énergétiques, oui. Un système intégré. Si vous appuyez sur le document, je vais simplement rapidement aller sur les statistiques pour montrer aux Congolais de quoi nous sommes en train de parler. Si vous allez sur les statistiques ici, je vais simplement l'ouvrir, vous allez voir comment ça va se présenter ici, les statistiques. Donc, un instant, ça va s'ouvrir. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire. Peut-être qu'il faut que tu le fasses en grand écran pour montrer. Ça, c'est par exemple un document. C'est ce que j'ai fait, oui. Vous voyez le nombre de téléchargements ici, le nombre de views de ceux qui ont vu cette publication-là, de ce document, c'est 3362. Et on donne les statistiques. Au mois d'octobre, il y a eu 102. Au mois de novembre 2019, 124. Au mois de décembre, 142. Et vous continuez jusqu'au mois de mars. Là, nous sommes mars 2020. 283 personnes ont vu. Au mois d'avril, nous venons de commencer à 5. Maintenant, regardez les pays. Ce qui est plus intéressant, ce sont les États de ceux qui ont pu voir cette publication. Donc, c'est un document qui reste là. Aux États-Unis, il y a eu 250 individus. En Allemagne, il y a eu 25. En Russie, il y a eu 24. En Iran, même en Iran, il y a eu 15. En Chine, même en Chine, il y a eu 14. En Turquie, il y a eu 10. En Ukraine, il y a eu 9. Au Canada, il y a eu 8. En Danemark, il y en a eu 6. Au Royaume-Uni, il y en a 4. On donne même les villes de ceux qui ont pu consulter le document. Vous voyez, Atlanta, aux États-Unis, il y a 64 individus. Belleville Hill, c'est 31. Mountain View, c'est 29. Indianapolis, 25. Seattle, ça fait 13. Beijing, 11. Durban, ça fait 8. Danbury, ça fait 8. Et puis, Belarus, ça fait 6. Woodbridge, ça fait 5, ainsi de suite. Et on vous donne même le nombre de téléchargements, de combien d'individus ont pu télécharger le document. On vous parle de 359 téléchargements. Donc, c'est ce que nous avons, 359 téléchargements à ce niveau-là. C'est bon. Voilà. Merci donc, Bernard Pongui, pour ceci. Voilà, nous avons ici, par exemple, une thèse de doctorat. Bon, vous voyez, il y a le problème de la communication également. Est-ce que ces thèses-là sont même publiées, connues par le grand public? Nous ne disons pas qu'ils ne produisent pas, mais qu'ils, non seulement ils ne vulgarisent pas, mais ils ne font pas cet effort qui devait être. Voilà, ici, j'ai par exemple une thèse pour l'obtention du doctorat en médecine, diplôme d'État, hépatite virale B, thèse présentée par Séraphin Twagirimana. Ça, c'est un Rwandais. Alors, donc, avec un jury, ici, vous avez président Asori Itua Ngamporo. Vous connaissez ce nom? Professeur des universités. Voilà, c'est un professeur de l'université Marengwabi, donc d'une grande capacité. Donc, c'est lui qui a dirigé ces travaux. On ne dit pas qu'ils ne connaissent rien, ces professeurs, c'est des valeurs, mais qu'ils sont plongés finalement dans les conditions. Je constate que Bernard Pongui a perdu le réseau, qui n'est plus là, apparemment. Alors, Bernard, non, je crois qu'il est parti. Alors, donc, nous allons terminer rapidement la lecture de ceci. Voilà, Bernard qui a perdu. Alors, il y a des problèmes à ce niveau.
Alors, Lionel Samba, il nous restait 15 minutes parce que nous allons terminer cette émission dans quelques minutes. Lionel Samba, tout simplement, depuis la FAC, il n'y a pas de labo digne de ce nom. Après la FAC, il n'y a plus du tout de labo. Comment voulez-vous que l'on produise? On habite dans la théorie. Bernard, vous aviez perdu le réseau, hein? C'est bien dommage. Oui, tout à l'heure, on a perdu le réseau. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu les statistiques que j'ai présentées? Absolument, vous allez regarder à la fin de l'émission, vous vous en rendrez compte. Alors donc, pour terminer, vous avez Ditéré Emar Gimi. Beaucoup de tentatives de réponse à cette question. Quand je grandissais, un docteur ou un professeur était presque un savant. Des hommes brillants d'intelligence, incomparables. Aujourd'hui, beaucoup obtiennent juste par définition ambition personnelle, détermination par comparaison. Si tu n'es pas brillant, rien ne sortira de ta tête, quel que soit ton diplôme. Exactement. Voilà, ça vient de Ditéré Emar Gimbi. Mais là, voilà. Charles Alexandre Sanga, des professeurs Sissi Selengue, ceux dont vous parliez, hein, notamment la vente des notes et autres. Des professeurs Sissi Selengue, quand ils étaient étudiants, ne peuvent rien produire pour le pays. Agathe Mabiala Nkouka, pour produire, il faut de la recherche, et pour faire de la recherche, il faut avoir un budget. Nos professeurs n'ont rien, même pas un bureau. Ils vont produire à partir de quoi? On termine donc avec Roland Matouaka, qui est docteur en biostatistique. Alors donc, il va justifier... Excusez-moi, j'ai des problèmes de... Je vous rassure que ce n'est pas le corona, hein, Bernard. Voilà, Roland Matouaka, n'oubliez pas hein, que jusqu'à ce jour, la fac des sciences de l'université Marine Ngouabi occupe les locaux d'un collège depuis 1994 et qui n'a jamais réfectionné ni aménagé. Les gares, ils appellent donc ses amis, hein, docteur, les gares n'ont pas de place qu'ils peuvent considérer comme des bureaux, c'est faire de la recherche qu'ils seront capables de faire. Et ils se contentent d'enseigner les étudiants malgré leur diplôme et leur bonne volonté. Bon, oui, professeur Matouaka, vous savez, on nous rapporte aussi qu'ils vendent des fascicules aux enfants, hein, et, donc ils rabâchent des fascicules, et ça aussi, c'est à déplorer. Nous reconnaissons effectivement que... Alors, est-ce qu'au niveau du public, il y a des réactions? Je vais voir, Christian, avant qu'on termine sur l'évocation avec donc de Joachim Yombio Pango. Décidément, Bernard a beaucoup de problèmes. Bernard, vous avez beaucoup de difficultés là. Alors, on va regarder pour voir s'il y a des réactions au niveau du public. Salut donc à vous, Eno Kwanga. Salut à... Bon, voilà, c'est difficile. Hein. Salut à Eno Kwanga, salut à... Voilà, il a des difficultés à nous joindre. Ferrol Obembe, Gervais Birangui. Voilà la réaction de Gervais. Bernard, vous avez trop de problèmes aujourd'hui. Gervais Birangui, les travaux sont restés à un état basique qui ne correspondent pas au pragmatisme de notre époque en 2020. La paresse et le manque de motivation de travailler sont aussi une réalité pour ces profs, ces professeurs. Ange Félicien, salut à tous, salut, mon cher. Moani Sengui Poutou, les publications pour les profs ne doivent pas être vues seulement en termes de livres, mais c'est beaucoup plus en termes d'articles dans les revues scientifiques. Exact. Voilà, c'est intéressant ça. Ange Félicien, le problème du Congo est que le pouvoir récupère toutes les matières grises qui après seront corrompues par de l'argent facile de la politique. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez que donc placé dans ces conditions, ils ne peuvent plus produire. Hein. Non, mais... Gombe dans la caverne, là. Oui, Bernard Pongui, allez-y. En fait, la manière de chiffrer. Oui, comment chiffrer tout cela? Donc, la facturation des données de masse, c'est un paramètre informatique. Il y a l'université à Pretoria en Afrique du Sud. On a vu même les enfants au Rwanda, à partir du collège, d'apprendre à coder. Donc, on avait l'ancien codage, donc analyse et programmation, oui. Le Pascal, le Turbo Pascal, Java, C++. On apprend aux plus jeunes par des manières simples.
et après comment facturer. Mais il y a le problème de sponsor. Est-ce que les géants des télécoms au Congo, MTN, RTL, etc., peuvent prendre une part de l'argent physique ou bien de l'argent dématérialisé et faire des rewards, de récompenser sur un certain chapitre, un certain item. Donc, en ce qui concerne les droits d'auteur, soit on va trouver ailleurs un sponsor, ça peut être dans les transports. Nous avons vu entre Brazzaville et Pointe-Noire, il y a 7 péages. Baisser le prix du péage et la moitié de chaque argent versé va pour soutenir la recherche. On prend un autre argent au niveau des sports. Lorsqu'il y a un match Cara contre Étoile du Congo, on prend une partie des dividendes, on remet à l'université, etc. Le sponsoring, la facturation des données de masse, la formation des formateurs, mettez l'informatique au niveau collège, 2 heures d'informatique par semaine, le codage et l'analyse des programmations pour commencer. Voilà. Voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Vous avez, pour conclure sur ce point, Moani Sengo qui nous dit qu'il faut retenir 3 points, le manque de structure, la culture de la paresse et la corruption qui font partie des freins à la recherche. C'est exact, c'est voilà, totalement. Donc, 3 éléments. Alors, nous allons clôturer ce journal par une évocation. Vous savez, Bernard Pongui, que le président Jacques-Joachim Yumbi-Opango, je crois que vous l'avez connu, non, quand vous étiez au pays. Et voilà, donc, nous a quittés il y a quelques jours. Certainement, a été inhumé hier, hein, non, Ngombe. Alors qu'est-ce que nous pouvons globalement retenir de l'œuvre de Jacques-Joachim Yumbi-Opango? D'abord, à l'origine, est-ce que, Bernard, tu as une idée de ce que était Yumbi-Opango, président du comité militaire du parti? Bon, Dinoïs. D'abord, peut-être des condoléances à la famille. Non, moi, je ne souhaite pas des condoléances à la famille. Je suis doté, je suis très clair dans cette lutte. Tous ceux qui ont contribué à fracasser la démocratie, simplement à détruire le futur de ce pays, donc notre avenir dans cette nation, je ne peux jamais compatir ni dans leur souffrance, ni dans leur plaisir. Et c'est clair. Bon, le Yumbi qu'on a connu, c'était un homme de rigueur, n'est-ce pas? Mais c'est ce même Yumbi qui a conservé tous ses grands secrets. Le président Roland Nittu des Indigènes 242 l'avait même interpellé, a demandé qu'il vienne témoigner de ce qu'il connaît, la vérité, sur tous les assassinats, président Marin Gwabi, cardinal Emi Beyenda, président Alphonse Massamba Deba et tous les autres cadres civils et militaires qui avaient été assassinés à cette époque. Mais il n'est jamais venu, il n'est jamais sorti. En plus, bon, Yumbi, on lui a donné encore une chance. Hein. Le régime de l'Issouba, il était là aux commandes, au pouvoir. Hein. Mais nous avons remarqué que même les émeutes sont parties même de Yumbi lui-même. C'est Yumbi qui envoie des militaires à Bakongo pour aller s'attaquer aux ninjas entre guillemets de Kolela. C'est Yumbi qui commence la guerre du 5 juin à Ouando. Donc vous voyez que, en réalité… Est-ce que lui-même n'était pas victime de cette guerre? Alors je doute fort. Moi, j'ai toujours dit que c'était une stratégie pour Sassou de revenir au pouvoir en passant par son homme de mec qui est Yumbi. Et donc, une façon de déstabiliser le pouvoir de l'Issouba. Bon, pour moi, j'ai dit, tous les criminels, hein, tous ceux qui sont partis avec les secrets dans leur tombe, je ne ferai jamais leur publicité. Je ne souhaiterai jamais des condoléances à cette famille parce qu'il faut se doter parfois d'un certain nombre de caractères. Voilà un homme qui est parti avec ses secrets dans sa tombe. Un homme qui est nourri toute sa vie avec les fonds du contribuable. C'est ça qui est la vérité. Étant même en exil, entre guillemets en exil, on ne peut pas dire en exil parce qu'il y a eu une réconciliation entre lui et Sassou jusqu'en 2004 hein, au Bristol de Paris. Donc, vous voyez que pour moi, Yumbi n'a été qu'un acolyte de Sassou. Il est quand même resté 12 ans en prison, Bernard Pongui. Bon, moi j'ai toujours dit, c'est une stratégie de Sassou. Hein. Moi j'ai toujours dit, ça a été toujours une stratégie de Sassou. Pourquoi Yumbi a accepté que Sassou puisse mener le coup d'État contre le président Marin Gwabi? C'est ça d'abord la question qu'il faut répondre. Donc, les acomptes, parce qu'on nous dit même que pendant que Yumbi était en prison, on dit que Yumbi sortait la nuit, partait dormir avec sa femme, allait bricoler ses enfants et revenait en prison. Donc, on ne peut pas réellement dire qu'il était vraiment enfermé. Donc, pour moi, Yumbi ne représente que simplement une structure, cette vieille classe politique, ce que nous avons dit la classe des crocodiles, ceux-là qui ont
sacrifier de nombreuses vies, sacrifier le futur du peuple congolais. Voilà, Alors, voilà un peu ce que je peux dire sur ce monsieur. Voilà, alors Christian, est-ce que vous pourrez peut-être nous présenter une image plus positive du président Yombi? Historiquement, Yombi, président du PCT, Yombi, victime de la dictature, et Yombi, président du RDD. Est-ce que vous pouvez nous ramasser tout ça? Comment vous le présentez, le président Yombi? Non, malheureusement, non. Je ne souhaite pas déjà les condoléances à la famille éprouvée. Oh, mais pas parce que je le veux, oui, mais je vais aller bref en 10 points. L'image du président Joachim Yombi Opango, le défunt, c'est l'image moyenne, donc 5 sur 10, sinon que inférieure à la moyenne. Pourquoi? Je vais expliquer rapidement. C'est le premier citoyen congolais promu au grade de général de brigade. Félicitations. Il est le président de la République en exercice après la mort de Marien Ngouabi, oui, mais il a été porté par le comité militaire du parti qui l'a installé là. C'est le maintien du PCT et de sa doctrine en tant que marxiste-léniniste et le socialisme bantou est incompris. Incompris pourquoi? La sécurité d'État, l'organe de sécurité intérieure, mais qui se range de l'intérieur et qui détruit l'intérieur. 4, il y a le CMP, mystérieux. Tu peux expliquer cela? Oui, je vais expliquer. La sécurité intérieure, à cette date-là, il y avait le réchauffement des relations diplomatiques avec la France, avec Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République française. Il y avait le retour de l'ambassade des États-Unis d'Amérique après 13 ans de fermeture et de gel des relations diplomatiques avec les USA. Mais il faut comprendre par cela. Ramener les USA, mais en s'appuyant sur l'Éthiopie. En s'appuyant sur l'Éthiopie, Ethiopian Airlines est créé à travers un contrat de ATW en 1946, au sortir de la Première Guerre mondiale, là où les États-Unis d'Amérique avaient déjà implanté un bureau de CIA en Éthiopie, à Addis Abeba. Ethiopian Airlines arrive à Brazzaville en terrain conquis. Je pourrais développer plus tard, sinon que je m'arrête là. Il y a l'héritage de Massamba Deba qui n'a pas été bien géré. L'industrie, les industries laissées par Massamba Deba, dans sa continuité, n'ont fait que décroître jusqu'à la fermeture des principaux fleurons industriels. L'appareil d'État était infesté. C'est ce modèle-là qui va servir à détruire minimum 4 générations. Si je prends 15 ans, l'âge d'un homme reproducteur en âge de puberté, fois 4, ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans les mêmes personnes aux affaires. Je prends minimum 40 ans. 40 ans que tout ne fait que décroître au Congo. Pourquoi? C'est à cause, le terme technique, c'est 6, 12, 24 plus 2. Il prend 6 personnes, il envoie dans une mission. Il prend encore 12, il envoie, surveillez-moi les 6 premiers. Il envoie 24 plus 2, vous me tuez tout le monde, vous nettoyez, vous nettoyez. Partie mortuaire, partie mortifère, le marteau et l'enclume qui ne fait que tuer, espionner, les enlèvements, les disparitions, la destruction de l'élite politique. Les 10 personnes qui avaient été désignées coupables par le comité militaire du parti, et ils ont demandé la grâce présidentielle que Jacques Joachim Yombi Opango personnellement a refusé la grâce présidentielle. Ils sont passés le lendemain au petit matin. C'est là que le terme du petit matin a été choisi. Mais là encore, oui, allez-y Bernard. Il faut encore signaler que Yombi savait la véritable version de l'assassinat. Est-ce que Yombi, Bernard, avant que tu nous continues, s'agissant du point que Ngomé vient d'évoquer, est-ce que Yombi n'était pas lui-même un exécutant? Non, il n'était pas exécutant puisqu'il avait le pouvoir en ce moment-là. Il savait la vérité. Yombi savait la vérité de ceux qui avaient assassiné Marien Ngouabi, lui-même étant dans le coup. Donc, Yombi, sur cette position, pouvait au moins gracier ses compatriotes, ses cadres civils et militaires qui avaient été simplement assassinés. Mais Yombi ne l'a pas fait. On ne peut pas dire ici que Yombi a été un exécutant. Yombi a été parmi simplement les criminels, ceux-là qui ont tué nos compatriotes. Voilà. Donc, c'est ça que je peux dire. Voilà, vous avez donc là, l'image Yombi Opango, donc assis, voilà. Donc, si Yombi n'était pas dans le coup, quand les ingénieurs de 242 lui ont demandé de venir dire sa part de vérité, nous pensons qu'il allait peut-être saisir de cette opportunité, puisque, entre guillemets, il se retrouvait en exil en France, donc une terre où il avait plus de protection, il pouvait au moins mieux s'exprimer. Et puis,
vu son âge. Et le principe du secret d'État n'était pas tenu à cela? Oui, bon, Le principe du secret d'État dans ce contexte ne peut plus être évoqué. Quand on n'est plus aux affaires, on se retrouve en exil, on est chassé par, entre guillemets, un ennemi. Et puis en plus, on se retrouve quasiment vers la fin de sa vie. Nous pensons que c'est en ce moment-là que tout individu doit venir à une confession. Voilà. Oui, monsieur John Lewis, pour terminer, c'est le président qui avait le plus des cartes dans les mains. Donc, le retour des USA dans la diplomatie congolaise, l'industrie qu'il a héritée, et il a géré lui-même l'appareil d'État, la sécurité d'État, les grandes réformes des travaux, les travaux structurants. Lui-même, pour les routes, pour les chaussées, certaines constructions. Mais il y a le problème, la guerre civile de 1957-1958 entre Makwa et Congo-Lari. C'est le seul qui avait le pouvoir. Oui, il avait le pouvoir de réconcilier les Congolais, l'affectation des cadres. Un cadre originaire du Sud, on l'affecte au Nord. Un cadre originaire du Nord, on l'affecte au Sud. Ce melting pot, ce mélange-là, ce mixage-là. Mais il fallait fédérer. Je pense qu'il fallait fédérer à temps en ayant des gouverneurs de province. Mais non, il a été évincé par les mêmes personnes avec qui il travaillait. Le prince. Le prince s'est servi de lui. Le prince l'a détruit. Et lui et le prince, le modèle issu du CMP a détruit minimum 4 générations en République du Congo. Donc, il n'y a pas un nettoyage complet, un grand coup de balai jusqu'à ce qu'il y ait le nouveau Congo. La note, c'est 5 sur 10, sinon que 4 sur 10, inférieur à la moyenne. J'en ai terminé, merci. Alors, vous pensez que son parti, le RDD, va pratiquement disparaître ou c'est le parti récupéré par le pouvoir? C'est le parti de la tribu classe. C'est le Kouyou. C'est pas parce que je suis contre Kouyou, hein, non. C'est le Kouyou, c'est la noix de palme mûre qui brille au soleil. Hein, en langue naturelle, en langue vernaculaire. Oh, Chouambe. La noix de palme qui brille. Mais puisque tu parles du parti, ben, le parti, il était d'abord dans la majorité présidentielle. Et le parti est donc sorti de la majorité présidentielle parce qu'on se dirige vers, entre guillemets, une élection pour jouer le même jeu. Le parti aujourd'hui est piloté par qui? Par le fils Yombi. Donc, des partis politiques qui partent du père au fils. C'est comme un peu ce que Sassou veut vouloir faire avec le PCT. Il veut vouloir laisser son fils Zaïrois Denis Christel au pouvoir. C'est comme un peu chez les Vili, où nous voulons parler ici de Tister Tukaya, dont le fils Jean-Marc a repris le parti. Et ce n'est que le petit Lissouba qui est en train de se battre, Jérémy, pour récupérer le palais. Donc, vous voyez que le parti famille, ce modèle-là, c'est ça, ce modèle qui est en train de sacrifier des générations et des générations. Donc, on le dit, le parti politique de Yombi ne va jamais s'éteindre puisque le parti est déjà entre les mains du fils. Et le fils aussi finira par léguer le parti à son fils et ainsi de suite. Donc, vous voyez que, Dinovis, nous sommes ici devant une niveleuse, une roue qui continue à tourner. Et si nous, le peuple congolais, on n'arrive pas à casser cette roue pour renverser la partie polluée vers l'en bas, et ça serait difficile. Voilà pourquoi nous demandons le peuple congolais à convenablement se préparer, éventuellement sur nous, dans ce mouvement Congo debout, qui est le mouvement de tout le peuple congolais. Bernard Pongui, voilà, vous avez une très belle photo. On l'a toujours présenté comme un homme très galant et propre. Hein, Mais les apparences sont trompeuses, comme on le dit. Yombi, c'est quelqu'un qui aime le luxe, qui aime l'argent. Il a toujours été embelli. Il a passé tout son exil en France avec l'argent du contribuable congolais. Donc, personnellement, je n'aurais aucune compassion pour ce type parce qu'il a brisé. Moi, peut-être que je ne me retrouverai pas au Canada, ni même mes enfants. Aujourd'hui, n'ont jamais vu le Congo. Donc, c'est à cause des individus pareils. Donc, Yombi doit être mis dans une même classe que Sassou Denis, que tous ces gourous irouettes qui ont fracassé tout le pays. Donc, on le dit. Donc, voilà pourquoi nous, dans tous les Congolais, avec cette situation de coronavirus qui est en train de frapper, nous allons donner le mot d'ordre dans les jours à venir pour demander à notre peuple de passer à la première phase que nous avons appelée les désobéissances civiles et nous verrons la deuxième phase, comment ça va se passer. Parce qu'on ne peut plus perdre le temps face à un homme qui a montré un système, qui a montré ses limites, hein, on les dit, un homme qui ne peut plus rien faire avec un baril de pétrole à $22, $25 ou $30, tu ne peux rien faire. L'homme qui a tablé ce que nous avons dit, une entente avec le Fonds monétaire international avec un baril de pétrole à $60. L'homme qui a
fait des arrangements, qui a pris des dettes de gauche à droite, des préfinancements, vous ne pouvez rien faire. Même les militaires congolais aujourd'hui qui ont pris quasiment tout le rôle, hein, même du gouvernement, ils savent qu'ils ne peuvent aller nulle part avec Sassou, c'est clair. L'unique façon, c'est de récupérer le pays, remettre le pays entre les mains des hommes et des femmes compétentes, des compatriotes, et il faut même dire des patriotes qui veulent réellement développer pour apporter de la nourriture matin, midi, soir aux Congolais, générer des emplois, créer la confiance internationale et booster l'économie du Congo. Sassou et le PCT ont échoué sur toute la ligne. On ne peut pas espérer sur ces gens-là, même pas en une seconde, une fraction de seconde. Et donc, nous demandons le peuple congolais à se préparer. Le mot d'ordre viendra et c'est à nous de jouer donc cet ultime sacrifice, on le répète, l'ultime sacrifice pour tout un chacun de nous pour libérer une fois le Congo. Sinon, si nous ratons cette opportunité, mais nous allons nous retrouver avec la porte fermée, un serpent dans la maison. Le serpent donnera la tête à un serpent à 10 têtes, qui est éventuellement un individu au sein de ce régime ou son fils. Alors nous allons nous retrouver avec 50 ans de pleurs et de souffrances, 50 ans de malheur ou 100 ans de malheur pour le Congo. Donc voilà. C'est à nous aujourd'hui de jouer notre rôle et notre devoir citoyen, qui est celui de chasser Sassou Denis et de briser le parti congolais, le parti nazi. Et nous allons traquer tous les responsables de ce parti au tribunal parce qu'ils ont été payés pendant des dizaines d'années avec les fonds du contribuable congolais. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Voilà, Gombe, votre conclusion après Bernard. Ma conclusion, c'est les faits historiques avec les reportages vidéo de la Conférence nationale souveraine en 1991, qui a été présidée par Monseigneur Ernest Kombo, vous m'excusez. Donc, le témoignage de Mamoy, le témoignage le témoignage de plusieurs personnes, mais je retiendrai le témoignage de Mamoy, dans les circonstances dans lesquelles le cardinal avait été, le cardinal Émile Gaïnda, son éminence à l'époque, sanctus subito aujourd'hui, il a été élevé en rang et en grade. Sanctus subito, le cardinal Émile Gaïnda est tué dans les circonstances comme de représailles, comme de vengeance par rapport à la mort de Marien. Donc, pour ne pas être trop long, à travers la radio-télé des droits de l'homme, comment on appelle déjà? Forum. Non. Massengo Thiassé. Exactement, Maître Massengo Thiassé, de ceux qui peuvent de se documenter. Aujourd'hui, à YouTube, vous recommencez à suivre parce que dans 5 ans, 10 ans, on aura besoin de vous pour ces témoignages historiques, hein, les enquêtes impossibles, ou bien du National Geographic carrément. Pourquoi ne pas faire un making-of, de rejouer ce film-là, La nuit des longs couteaux, et comment est-ce que la République du Congo, le Congo est détruit par ce genre de personnes, malheureusement, qui étaient acteurs, qui ont participé, qui sont même morts avec leurs secrets. Fermons la porte, bloquons des générations futures. Bloquons vraiment, vous m'excusez, je m'arrête là, je suis vraiment écœuré. Voilà, merci. Donc, on comprend ton émotion. Nous étions donc au joint de la communauté, chers amis, Christian Gombe, Bernard Pongui et moi, Jean Lewis, 1 contre 2. Bon, moi, je tiens à adresser mes condoléances à la famille Yombi quant à cette tragique disparition. Nous reviendrons sur ce journal demain à partir de 12h de Chicago pour une autre séance d'information. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Je vois qu'il y a beaucoup qui étaient en direct sur cette page de la radio en direct. Merci une fois de plus et à à dimanche pour un autre direct.